tercer bloque y Pate, lo prometido. Con personajes de la historia, hoy vamos a repasar la historia de Simone de Beauvoir. Una indispensable para el feminismo, una mujer que marcó una bisagra realmente en los debates sobre género. Por eso queríamos empezar como por el principio, contando el origen, porque ella era una mujer que a lo mejor estaba destinada a otra historia. Y ella provenía de una familia burguesa y la verdad que todo el trayecto que hace es un trayecto básicamente desde lo intelectual y desde lo racional. Es un esfuerzo racional por revisar su propia vida. Por construirse a sí misma. Exactamente, eso es lo que va a hacer, así que empezamos con ese origen de este personaje tremendo que es Simone de Beauvoir. Rien ne prédisposait Simone Bertrand de Beauvoir à devenir, à travers le deuxième sexe, l'incarnation du féminisme moderne. Je suis née à 4 heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l'été suivant, on voit de jeunes dames en robe longue, au chapeau empanaché de plumes d'autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de Panama qui sourient à un bébé. Ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c'est moi. Mais je vais vous montrer où était l'immeuble où je suis née. Ça donnait sur le boulevard Raspail. Alors vous voyez, c'est là exactement, là où il y a le balcon au second étage, c'est là la chambre où je suis née. C'est là. Et c'était le balcon où je m'asseyais, je raconte dans les mémoires d'une jeune fille rangée, pour regarder les gens passer sur le boulevard. Elle était le premier enfant d'un couple qui s'aimait énormément. Sa mère était très jeune, avait 22 ans, le père 30 ans. Et elle a été donc très bien accueillie, très heureuse, une petite enfance absolument parfaite. Fille d'une famille bourgeoise, elle aurait dû normalement se marier et avoir des enfants, fonder une famille. Comme son père avait du goût pour la culture, il aimait le théâtre. Il a tout de suite voulu que sa fille fasse des études. Mais attention, la culture pour une femme, ça sert à briller dans les salons. Il ne s'agit pas de faire de la connaissance une fin et d'être horreur une intellectuelle. Les études qu'elle fait, c'est les études que ses parents ont voulu lui faire faire parce que c'est une jeune fille, elle n'a pas été au lycée, elle est allée dans un établissement privé, catholique. Voilà, c'est cette porte-là. C'est ici. Alors c'était toutes ces vieilles pièces comme ça, c'était c'était toute la façade. Bueno, ella empieza estudiando porque era una familia culta. Lo que pasa es que después esa propia familia burguesa también tiene un revés económico y entonces ya la preocupación por que estudie es para que se mantenga. Entonces allí empieza como otra carrera y empieza, bueno, a educarse. Yo te pregunto algo un poco más provocador. ¿Cómo puede suceder que alguien se zafe del destino que ya le tienen marcado, ¿no? Porque es muy difícil y unos pocos lo logran, ¿no? Distinto es si sos muy pobre y ya de chiquito tenés que luchar, bueno, el espíritu se te va a formar, pero de una familia burguesa, ¿cómo puede salir una Simone de Beauvoir? Es el mérito también que hay que reconocerle, de una capacidad intelectual deslumbrante. Por eso también me parece que es importante reconocer cómo ella se empieza a imbuir de nuevas teorías, de reflexiones filosóficas que la van a empezar a orientar a una construcción que es la que decíamos. Me parece también, como lo ha dicho ella, que encontrarse con la figura de Jean-Paul Sartre también genera una serie de preguntas en las que, bueno, va a ser muy importante la presencia de Sartre. Pero también ahí no quedar eclipsada en esa época por un hombre tan importante como Sartre, ¿no? Y estar al mismo nivel. Sí, ella luchó toda su vida por eso y de hecho me parece que lo consiguió, sí. La historia lo está comprobando. Vemos ese encuentro entonces con Jean-Paul Sartre.
À 20 ans, alors qu'elle prépare l'agrégation de philosophie à la Sorbonne, Simone de Beauvoir fait la rencontre, celle dont elle dira qu'elle fut la plus importante de sa vie. Nous préparions tous les deux l'agrégation. Et au début, on ne se fréquentait pas du tout parce qu'il était normalien, il faisait toujours avec ses amis normaliens, Maheu et Nizan. Et il s'est trouvé que son ami Maheu venait travailler à la Bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi et que nous causions, nous allions déjeuner ensemble. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre, finalement, voulait faire ma connaissance. Parmi les Sorbonnards, on le considérait comme un coureur, un ivrogne et un très méchant homme. Je pense qu'il était le plus sale, le plus mal habillé. Je crois aussi peut-être le plus laid. Mais je me rappelle l'avoir vu une fois avec un grand chapeau dans les couloirs de la Sorbonne, faisant la cour à je ne sais pas quelle étudiante, parce qu'il était toujours en train de faire la cour à tel ou tel jeune philosophe. Et il avait un grand chapeau, il était en train de faire du charme et j'avais ricané. La première fois qu'elle a une discussion philosophique avec lui, elle a tout juste 21 ans, au Jardin du Luxembourg, il l'écrase complètement. Elle était éclatée, jamais personne ne l'a écrasée. D'abord, il était un peu plus âgé, ce qui compte beaucoup dans ces âges-là. Ensuite, il avait fait l'école normale, ce qui donne une culture bien plus profonde que d'avoir passé du cours Désir simplement à la Sorbonne. Et puis, il était terriblement obstiné dans ses théories, dans sa pensée. Il pensait vraiment toute la journée, alors que moi, je pensais beaucoup, mais quand même pas toute la journée. C'est une rencontre, une vraie rencontre, comme on fait à 20 ans, à 30 ans, à 40, peu importe, une vraie rencontre. Et sur cette rencontre-là, il y a un accord entre eux, qui est qu'ils ne seront pas un couple classique. Nous avions décidé que nous ferions la vie ensemble, mais pas du tout, en effet, ça n'a jamais été question, il n'a jamais été question de le faire sous la forme d'un mariage. Personnellement, j'en avais pas grande envie, mais je savais surtout qu'il en avait encore beaucoup moins envie, parce que déjà d'être professeur, d'avoir un censeur, etc., ça ne lui plaisait pas. Et d'être un homme marié, ça lui aurait plu encore moins. Et comme il n'était pas question d'avoir des enfants, parce que pour moi ça ne se posait pas, non pas que ça ne soit pas posé, peut-être quand j'avais 18 ou 19 ans, quand j'envisageais un mariage bourgeois, j'avais pas de répugnance a priori à avoir des enfants, mais dans le genre de vie que je comptais mener, où il fallait que je gagne ma vie d'une part et je voulais écrire d'autre part, il n'y avait pas de place pour des enfants. Escaparse también a ese mandato cultural y algunos dicen natural de tener hijos, ¿no? Bueno, ella tempranamente es como si decidiera y advierte que esa, después lo dice también en el segundo sexo, esa es una primera esclavitud, una primera ligadura que encuentran las mujeres a lo doméstico. Cuando se empieza a preguntar sobre estas cosas, que en realidad también es inducida por Sartre, para que ella escriba sobre sí misma. Escriba sobre lo que usted sabe tanto, que es sobre sí misma, escriba sobre lo que le pasa y sobre su condición de mujer. Y allí me parece que empieza esa búsqueda que representa este ensayo, que ha sido, bueno, material y argumento para posteriores construcciones teóricas del feminismo. Vamos a ver un poquito más de cómo fue esto de ese libro emblemático que es El Segundo Sexo. Certainement que c'est un livre que j'ai écrit, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Les difficultés de la vie moderne ont incité de plus en plus le sexe faible à se mêler aux activités du sexe fort. Or, il est avéré que l'organisme féminin est plus fragile que celui de l'homme. Le sexe faible est notamment surtout faible des jambes. Il y a des conditions biologiques, sexuelles, qui différencient l'homme de la femme. Personne ne va dire le contraire. Mais ce que toute la société a bâti, sociologiquement, moralement, professionnellement, sur cette base, c'est quelque chose qui n'a presque pas de rapport, on peut même dire au fond pas de rapport avec la différence physiologique. Et c'est pour ça que je voulais dire, être femme, c'est pas simplement être sexuée d'une certaine façon, c'est être classé d'une certaine manière dans la société. Pour ce faire, la société fabrique, à partir de la toute petite fille, elle fabrique des femmes. Les jouets ne sont pas les mêmes, les lectures ne sont pas les mêmes, et plus tard, hélas, la formation professionnelle n'est pas la même, et on fabrique la femme de manière à ce qu'elle soit dévouée, servante de l'homme, servante de ses enfants. On la fabrique pour la maternité, pour le ménage, pour la vie d'intérieur, etc. Et c'est comme ça qu'elle devient femme, à partir d'une naissance qui pourrait lui donner les mêmes chances qu'à un homme.
Pate, el sexo débil. Es impresionante la actualidad que tienen algunos, digamos, algunas reflexiones tienen una actualidad y las imágenes incluso parece tan actual. Me parece que lo que también aporta acá es la división sexo-género, que va a ser clave para las posteriores construcciones. Por eso en este último bloque también vamos a mirar cómo esta continuidad se plasma en la palabra también de Judith Butler. Con esto vamos a ir cerrando sobre la vida de Simone de Beauvoir. Elle n'a jamais été en guerre contre le mal. Elle a été en guerre contre une société d'hommes avec leurs préjugés à une époque donnée. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Alors pour les féministes américaines, vous êtes la Bible. C'est-à-dire que le deuxième sexe était un acte de féminisme en un certain sens. Ceci dit, il n'y avait pas de féminisme militant à mon époque. Et c'est pourquoi le livre a été un livre qui était plutôt un livre de théorie qu'un livre vraiment militant. Et plus tard, il a servi à des militantes. Ainsi, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir commence par ces mots. Je fus naturellement interrompue dans ma lecture, j'étais encore jeune, par le verbe « devenir ». Tout un monde s'ouvrait à moi. Ce verbe indiquait une distinction entre le sexe et le genre. Et suggérait qu'il n'y a pas d'obligation de passer de l'état de femelle à l'état de femme. Je pense que les féministes doivent sans aucun doute beaucoup à Beauvoir. Elles sont nombreuses à reconnaître leur dette envers elle. Me parece que esto es fundamental, ¿no? ¿Cuánto le deben a una intelectual? Y esto que decía ella, mi libro es primero teórico y después le sirve a los militantes, porque por ahí, tanto en las mujeres como en general, los hombres, mujeres, hoy como que se ha exacerbado demasiado la militancia y se ha dejado de lado el trabajo intelectual. El trabajo, digamos, el prepararse, el formarse. El militante también necesita formarse, ¿no? Hay muchas feministas que uno rasca un poco y ve que le falta formación. Vos haces un gran trabajo en ese sentido, me parece. Bueno, me parece que es el desafío que nos toca para estos tiempos, porque también me parece que, lo dice también el documental, que es más extenso, hemos trabajado mucho para la libertad, lo que nos falta todavía es igualdad. Entonces, para poder discutir sobre esa paridad, tenemos que profundizar mucho los debates y, como vos decís, formarnos y volver a Simone de Beauvoir tantos años después es seguir descubriendo argumentos que son todavía válidos. Vos decías, las consignas por ahí son actuales. Iguales, aborto, derechos sexuales y reproductivos, digamos. Este eje que introduce Simone de Beauvoir junto a Betty Friedan, digamos, son como las teóricas de la tercera ola feminista, tienen que ver con esto, con la soberanía también sobre el cuerpo de las mujeres. Muy bien, vamos al corte y enseguida cambio climático. Vamos con cambio climático. Vamos. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil.